Merci Monsieur Pierre Ménès d'être avec nous ce soir à Lille. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes réunis ce soir en amphi A. Il y a des gens en amphi B, peut-être un petit peu moins qu'ici, mais on est en live multiplex comme sur Canal, qui tombe bien. Je tiens à préciser quand même que vous êtes notre plus belle audimat. Nous battons ce soir des records. Je pense qu'en tout, on devrait être plus de 350, donc c'est vraiment un très beau chiffre pour notre association. Je suis encore une fois à vous remercier pour ça. Mais parlons un petit peu de votre carrière. Elle commence en 1983 à France Football. J'ai oublié quelque chose de très simplement pour les questions. À l'équipe ensuite, en tant que pigiste, vous y suivrez en tant que passionné pendant 21 ans la Ligue 1, la Ligue 2, notamment à Strasbourg. Ça, je tenais à vous remercier personnellement pour ça. Puis vous commencez votre carrière audiovisuelle avec Didier Roustan sur l'équipe TV, 100% foot ensuite avec Estelle Denis sur M6, et vous y resterez jusqu'en 2009 avant de commencer les années Canal. Là, Pierre Ménès, vous devenez Pierrot, quand même vous appelez vos amis journalistes et footballeurs, que vous recevez chaque semaine. Dans le Canal Football Club, vous y trouvez plus que des collègues, alors que vous-même devenez plus qu'un chroniqueur. On peut me dire que vous êtes devenu le plus commenté des commentateurs, grâce à votre style incisif, grinçant, clivant, alors que vous cultivez le clash, je peux nommer les bras, ou encore le très cher Jean-Michel Aulas. Et tant d'autres, puisque vous avez cultivé les victimes. Vous aimez vous exposer donc, avec une pointe de vis, et vos ennemis vous le rendent bien. Et alors que votre carrière semble atteindre des sommets, un mauvais jour, tout s'écroule. Vous êtes atteint d'une cirrhose, d'une alcoolique NASH, vous êtes alité pendant 5 mois, et j'ai écouté votre interview sur C'est à vous, vous dites que vous attendiez finalement la mort tranquillement. Sauf que le 12 décembre 2016, on apprend qu'un donneur a été trouvé et vous subissez une double greffe 20 fois. Cette maladie, ce combat, vous allez le raconter dans Deuxième temps, aux éditions Perrault. Et ce livre, vous l'écrivez d'ailleurs un petit peu comme vous parlez, c'est-à-dire que vous êtes cash, vous balancez tout sans filtre pour sensibiliser les gens au don d'organes. J'ajouterai que maintenant vous êtes ambassadeur de l'hôpital Beaujon et que vous œuvrez donc pour le dépistage de cette même cirrhose. J'espère que nous aurons l'occasion justement d'en parler un petit peu. Ensemble, ce soir, nous allons aborder votre carrière en tant que consultant sportif, ce qui a fait votre succès, votre combat et votre investissement donc, contre cette maladie, mais aussi le monde du football en général. Ce sport, emballé par un marché frénétique qui semble tout excuser, où l'argent est devenu roi, où tout s'achète, tout se vend, y compris les enfants talentueux d'ailleurs, mais qui reste un des sports, sinon le sport le plus populaire au monde. Nous décrypterons donc avec vous ce phénomène, alors que les footballistes ont livré quelques révélations cette semaine à nouveau. Enfin, je tenais vraiment très sincèrement à vous remercier encore une fois d'être là, Monsieur Ménès, parce que ça nous fait beaucoup de bien à notre association, ça fait du bien à Schema, et je pense qu'on peut encore une fois vous applaudir pour ça. Vos avis ne font pas toujours l'unanimité, et vous êtes très souvent sous le feu des critiques. Pourquoi avoir adopté cette posture ? J'ai pas adopté cette posture, je suis comme ça. Je dis ce que je pense et je me fous de ce que pense la majorité. Mais encore une fois, je fais pas cette émission pour rallier les gens à mon avis. Je prends ces postures-là, d'abord parce que je les pense, parce que je pense que depuis le temps que je dure, si je les pensais pas, il y a longtemps que j'aurais explosé. Mais parce que ça suscite le débat. Justement, sur les réseaux sociaux, vous êtes souvent très durement critiqué sous le feu des insultes. Comment est-ce que vous parvenez à vivre cela ? Vous êtes fait une sorte de carapace ou... Non, il y a deux choses. Il y a une touche qui s'appelle bloquer, qui est très pratique. Je crois que là, je suis suivi par 2 450 000 followers sur Twitter. J'en ai bloqué 19 000. Dont 16 000 Marseillais. Le mépris. Après, il y a des choses qui font plus mal. Je pense que la chose qui m'a fait le plus mal sur les réseaux sociaux, c'est quand des gens insinuent que j'ai été sur une liste VIP pour ma greffe. Parce que si j'avais été sur une liste VIP, j'aurais pas été greffé à 3 jours de la mort et dans l'état où j'étais. J'aurais été greffé peut-être 3 mois avant et je m'en serais beaucoup mieux sorti. Revenons justement à ce que vous avez dû traverser. Vous avez subi donc une double greffe du rein et du foie. Vous avez longuement été hospitalisé. Qu'est-ce que cela a changé chez vous ? Est-ce que ça a changé votre manière de voir la vie, de voir le football ? Non. Et c'est vrai que les 2 mois qui ont suivi la greffe, j'avais pas de force, j'avais plus ma voix, j'avais même plus d'humour. Si. Et j'ai eu peur que ça revienne pas.
J'ai eu peur que ça ne revienne pas. Très franchement, quand je suis revenu sur le plateau du CFC, je ne suis pas sûr que c'était totalement revenu, mais j'avais besoin d'être là, pas pour montrer ma gueule à la télé, ça je m'en fous, mais parce que je ne supportais pas de voir cette émission sans moi. Avant la Coupe du Monde, beaucoup de chroniqueurs sportifs étaient assez dubitatifs quant à la capacité de l'équipe de France à remporter le mondial, et vous en faisiez partie. Qu'avez-vous pensé de l'équipe de France durant cette compétition? Avez-vous été bluffé? Alors il y a deux choses, il y a le résultat qui est incontestable et qui me ravit, puisque je suis quand même français. Après, il y a le style de jeu, et je me suis fait chier. Et je l'ai dit, voilà. Alors effectivement, on me dit ferme ta gueule, il n'y a que le résultat qui compte. Et c'est vrai, il n'y a que le résultat qui compte. Mais en termes d'amoureux de football, quand je vois un petit peu les joueurs que Didier Deschamps avait à sa disposition, je me dis qu'il y avait moyen de mieux faire, de faire plus joli, de faire plus attrayant. Alors c'est peut-être pas pour ça que l'équipe de France aurait gagné aussi, hein. Mais voilà, pour résumer un peu ce que je pense, il y a un jour un supporter de Marseille sur Twitter qui m'a dit Giro, l'OM, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit ça sert à rien, vous avez déjà Rami. Donc voilà. Moi j'ai du mal à comprendre le football avec un avant-centre qui cadre pas une frappe du tournoi. On se dit oh là là, il est formidable, il met des coups de tête sur les corners adverses, ouais, super, mais quand est-ce que t'attaques, papa, quoi? Maintenant, là, on est quelques mois après la Coupe du Monde. Les matchs qui ont suivi la Coupe du Monde ne sont pas très bons. Et si ça pouvait infléchir sa position et faire un petit peu changer, mettre un petit peu de sang neuf, même si l'équipe est globalement assez jeune, si on pouvait mettre un peu de sang neuf à certains postes, arrière-gauche, milieu de terrain, avant-centre, bien sûr, ce serait, enfin moi, ça me ferait plaisir. Maintenant, si Deschamps était là pour me faire plaisir, ça se saurait. Par rapport à Didier Deschamps, y a-t-il donc besoin d'entamer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur? Et si oui, à qui pensez-vous? Zidane peut-être ou... Alors, je ne sais pas si ça fait assez d'argent pour Zidane, qui aime quand même beaucoup le pognon. J'ai dit du mal de Zidane. Deschamps, moi, ça ne me gêne pas qu'il continue. S'il change un petit peu, s'il modifie un petit peu son équipe, qui n'a pas besoin d'une révolution, qui a besoin de petites retouches. Mais déjà, si tu joues avec Lacazette à la place de Giroud, tu changes le visage de ton équipe. J'espère qu'il le fera, j'en suis pas sûr. Nous avons parlé de l'équipe de France, parlons maintenant d'un autre sujet brûlant dans le football, les Football Leagues. Alors, c'est la façon dont c'est éclairé que ça m'étonne. La première révélation, ça a été les arrangements du PSG avec Infantino et Platini pour le fair play financier. Alors, présenté comme Football League l'a présenté, c'est évidemment un scandale. Après, tu peux voir la chose en sens inverse, c'est-à-dire que Platini et Infantino savent parfaitement que le premier club qui attaquera le fair play financier à la Cour européenne de justice va gagner, puisque c'est une entrave à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Donc c'est sûr et certain, tu parles avec n'importe quel avocat, tout le monde te le dit. Et je pense qu'il y a eu effectivement un arrangement entre l'UEFA et le PSG en disant on vous fait pas trop chier, mais vous attaquez pas le fair play financier. Après, il y a eu le truc sur Monaco avec les 10% que touche Vadim Vassiliev sur les transferts. Alors là, c'était pas un scoop, puisque Vadim Vassiliev me l'a dit à moi-même, qu'il avait des bonus et des malus sur les transferts. On peut trouver ça moralement contestable, mais après tout, c'est écrit par contrat. Donc voilà. Voilà. Et puis, moi, j'ai eu droit à mon petit papier dans Football League, comme quoi j'étais acheté par le PSG à coup de maillot. Vous ne me connaissez pas, mais enfin, je peux vous assurer que mes tarifs sont un peu plus chers qu'un maillot. Comme j'ai dit, si le PSG me filait 20 000 par mois pour lui dire du bien, aucun problème. Un maillot une fois de temps en temps, je m'en fous. Alors ce qui m'a fait moins rire, c'est quand ils ont utilisé ma relation avec Thiago Motta pour dire que c'était organisé par le PSG, alors que je sais très bien comment ça s'est passé. C'est Thiago Motta qui a appris que j'étais malade, qui a appelé la production du CFC pour avoir mon numéro, pour prendre de mes nouvelles. C'est quelque chose qui a duré des mois avant qu'il vienne me voir à l'hôpital. Voilà, je pense que quand on arrive à un tel point de bassesse, et que ton papier cherche juste à discréditer un journaliste uniquement parce qu'il a eu le malheur de ne pas être d'accord avec la Pravda, voilà, mercredi dernier, j'étais chez mon avocate et on va voir si on peut attaquer.
Le problème, c'est la constance dans les résultats des clubs français. Lille, ils jouaient le maintien l'année dernière, ils sont soulevés à la 37e journée. Cette année, ils jouent la tête du championnat. C'est le problème, c'est d'avoir des clubs qui sont à un niveau constant dans leur championnat. C'est sûr que cette année, si on avait eu Lille, Saint-Etienne en Europa League, on aurait certainement des meilleurs résultats. Mais si ça se trouve, c'est peut-être eux qui iront en Europa League et qui l'année prochaine auront des difficultés. C'est le problème. Avant l'état d'esprit, je pense que c'est un problème de constance au plus haut niveau. Alors, pour Marseille, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est un recrutement aberrant. Mais déjà, c'est aberrant de penser à Chalet Tassart, parce que bon, c'est un défenseur jeune, et qui n'est pas son défaut, mais on le sait, si tu suis le foot, c'est un défenseur qui est plutôt lent. Et avoir l'idée de l'associer avec Rami, qui lui aussi est plutôt lent, c'est une mauvaise idée. Strootman, c'est Luis Gustavo en moins bien. Donc, comment tu vas claquer 25 patates sur ce mec-là? Et surtout, comment tu ne vas pas acheter un attaquant et que tu te retrouves avec le bouffeur de feta et celui qui zozote. Non mais voilà, c'est pas possible un club de cette dimension fasse 2 ans de suite la même connerie, 2 ans, alors qu'ils avaient un mec, Gomis, qui avait marqué 25 buts. Ils n'ont pas voulu garder parce qu'il était trop cher. Bon, arrêtez, ils ont donné le même salaire à Mitroglou, plus 17 millions de transferts. C'est n'importe quoi. Et je suis d'accord sur à peu près l'intégralité de le recrutement cette année des clubs français, en tout cas des gros clubs français, il n'est pas bon. Le mec, il a 19 ans. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai connu Cristiano Ronaldo à son âge quand il était à Manchester United. C'était l'ombre du joueur qu'il est devenu. Hein. Il driblait tout le monde, il jouait que pour lui, il était maladroit devant le but. Et tu as vu ce qu'il est devenu. Le problème de Mbappé, c'est qu'à chaque fois qu'il loupe un match, on dit qu'il se némarise, on dit qu'il a le cigare. Il n'y a pas de cigare, il est juste conscient de ce qu'il est. Est-ce que Federer, s'il dit « je suis le plus grand joueur de tennis de tous les temps », il a le cigare? Je crois pas. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis drôlement content qu'il soit français. Ça dépend du parcours du PSG en Ligue des Champions. Je pense que si le PSG va en demi-finale cette année ou l'année prochaine, ça incitera Mbappé à rester. Mais un jour, il partira dans un plus grand club, c'est une évidence. Je pense qu'il doit surtout arrêter de fumer la chicha et de bouffer du McDo avec ses potes. Ce que je vais dire va vous paraître très raciste. Je préfère vous prévenir. Beaucoup de blacks qui viennent de la cité ont énormément de mal à couper le cordon avec leur fréquentation de la cité. Nous, on le voit quand on a un footballeur black qui vient au CFC. Là, ils viennent, je ne sais plus lequel, ils sont venus, ils étaient 24. Si tu veux. Et le problème, c'est que dans ses amis d'enfance, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Yann Envilla, quand il était à Rennes, ça est arrivé à un point que Pierre Dréossi, le directeur sportif du club, surveillait son compte en banque. Et un jour, il voit un retrait liquide, 12 000 €. Il regarde l'heure du retrait, ça correspondait à l'heure où le joueur était à l'entraînement. Donc il convoque Yann à la fin de l'entraînement, il fait « Tu peux m'expliquer ça ?» Réponse du joueur « Je sais bien ». Je veux dire, Anelka, il s'est fait macroter toute sa carrière. Par des mecs, il y avait 3-4 cartes bleues qui circulaient et tout ça. Et il y en a dont ça brise la carrière. Je pense que Yann M'Vila est un joueur qui a un potentiel monstrueux. Enfin, qui avait un potentiel monstrueux. Il aurait pu jouer, comme le disait Antonetti quand il l'avait à Rennes, il avait le niveau pour jouer au Barça. Malheureusement, son entourage en a décidé autrement. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à Ousmane, qui est un mec délicieux. Mais voilà, il a tous ses potes de la cité qui sont là à Barcelone, qui habitent chez lui, qui commandent à bouffer, qui fument la chicha. Puis quand ils bouffent, tu penses bien que c'est de la merde. Et que quand tu es footballeur de haut niveau dans une équipe aussi prestigieuse que le Barça, ce sont des choses qui ne pardonnent pas. Et si Mbappé est infiniment supérieur à tous ces joueurs-là, c'est parce que lui vit dans un cocon familial de haute qualité.
Là, ce qu'il faudrait, c'est lui supprimer Twitter. Ça l'éviterait de dire des conneries. C'est un drôle de personnage. C'est à la fois le meilleur et le pire des présidents. Le meilleur parce qu'il a construit son club de ses mains, avec son pognon. Le stade, c'est quand même une immense réussite à lui. Les 7 titres de champion, il ne faut pas les oublier. C'est pas de sa faute s'il y a les Qataris au PSG aujourd'hui. Après, il est de mauvaise foi, il est menteur, il est despote. Il vieillit pas forcément super bien. Mais contrairement à la légende urbaine, je m'entends plutôt très bien avec lui. On n'est absolument pas fâchés. Il y a des gens avec qui la rumeur court que je suis fâché, et c'est vrai. Avec lui, non. Moi, je suis sûrement très naïf, mais le dopage dans le football, le dopage organisé, hein, pas le dopage individuel. Le dopage individuel, tu ne peux pas l'empêcher. Hein. Le dopage organisé dans le foot, je suis désolé, j'y crois pas. J'y crois pas pour une bonne simple raison, c'est que le foot est le seul sport qui commence en juillet et qui finit en juin. Et personne ne peut se shooter 10 mois par an. Alors pour parler ou parler alors. Si tu enlèves les problèmes extrasportifs, Benzema. Giroud, il fait une carrière incroyable par rapport à ses qualités. Platini. Je suis né à Paris, donc. Je suis né à Paris, ado, j'allais au PSG, j'étais abonné en tribune Auteuil. Mais ce qu'il y a de plus rigolo, c'est que Marseille est certainement l'équipe où j'ai le plus de copains. Alors moi, c'est ni 98 ni 2018, c'est l'Euro 2000. Je pense que l'équipe de l'Euro 2000, qui est l'équipe de 98, avec des attaquants, avec Henry et Trezeguet qui ont explosé, Vieira qui a explosé, c'est la plus grande équipe qu'on a jamais eue en France. Je pense que parler de foot avec Guardiola, ce qui m'est malheureusement jamais arrivé, c'est un cadeau. Et j'ai parlé foot avec Deschamps, c'est pas un cadeau. Ouais, je préfère Messi, il me fait plus rêver. Dans un match, il marche à peu près 65% du temps. Par contre, les 35% où il court, il te fait l'amour. Je me souviens toujours, j'avais été faire un reportage pour M6 au Nou Camp et c'était Samuel Eto'o qui me fait visiter le stade. Et à un moment donné, on passe par le parking souterrain et on voit un mec arriver avec un survêt pourri. J'ai cru que c'était le jardinier du club, c'était Messi. Je te jure, ce mec ne ressemble à rien. Ah bah, aucun des deux, les deux c'est de la merde. Sauf qu'en bas il y a de la merde nocive et foot mercato c'est de la merde inoffensive. Moi j'ai toujours eu un goût très prononcé pour la passe. Ligue des champions, l'autre c'est un truc, c'est une... non, c'est un truc pour maintenir l'UEFA sous pression. Alors VG Dream, il est venu sur le plateau du CFC quand on a eu Umtiti. Il est plutôt sympa. Gloria Gaynor, elle est morte ou pas, non? Donc, comme je vous l'ai dit, était greffé le 12 décembre et la loi pour le don d'organes a changé au 1er janvier. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2017, tout le monde, tous, vous êtes tous donneurs d'organes automatiques, sauf si vous vous y opposez de votre vivant. Ce qui fait que sur mon lit d'hôpital, j'ai répondu à des interviews d'Europe 1, d'RTL, au grand courroux de mes médecins qui me disaient « mais ils ne peuvent pas te foutre la paix ». Je dis bah, « mais bon ». Et je me souviens, quand je faisais des interviews, je dis souvent « je ne veux pas devenir le Jean-Claude Brialy de la greffe ». C'est-à-dire je ne veux pas qu'à chaque fois qu'il y a un truc sur la greffe, on appuie sur le bouton Pierrot. Je me suis trompé, d'abord parce que c'est ça que c'est devenu, et parce que c'est ma mission, c'est mon devoir. Ça va être prétentieux ce que je dis, mais je suis un peu devenu le symbole de la maladie et de la guérison en France. Il y a une grande solidarité de la maladie, c'est-à-dire il y a celle qui m'a touché, mais été touché par toutes les maladies, toutes les peines. Et si je peux arriver, transmettre un peu de courage, de dire moi j'ai failli mourir, mais moi je m'en suis sorti, toi aussi tu peux le faire,
Je pense que c'est très, très utile, très important. Au sujet de ma maladie, donc j'ai été atteint d'une cirrhose NASH, qui est une cirrhose non alcoolique. Moi, les médecins m'ont dit que cette cirrhose, elle était en moi depuis 20-25 ans. C'est une maladie sourde, c'est-à-dire c'est une maladie où vous n'avez pas de symptômes. Vous avez juste des mauvaises analyses de sang qui peuvent devenir très mauvaises, qui conduisent les médecins à prendre l'initiative de vous faire une biopsie du foie, qui est la seule façon de déceler avec certitude que vous êtes atteint d'une cirrhose NASH. Voilà, donc c'est une maladie qui va dans 10 ans toucher 30% de Français. Ça fait donc 20 millions de gens, et on estime que sur ces 20 millions de gens, 1% arriveront à la greffe. C'est pas très dur de faire le compte, ça fait 200 000 greffes du foie à faire en France, c'est juste absolument impossible. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je me sens extrêmement impliqué. Je ne veux pas créer d'association parce que quand on fait quelque chose, il faut s'en occuper à fond et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai fait un t-shirt Rebirth qui n'est pas trop mal vendu. À cause de ça, je ne suis plus le même. J'ai une mission. La mission, c'est toujours d'être attentif aux gens malades, de pouvoir apporter un peu de bonheur. Alors c'est prenant, c'est vrai, ça complique mon emploi du temps, c'est vrai. Mais voilà, je dois ça à mon donneur, je dois ça au personnel médical, je dois ça à mes chirurgiens, je dois ça aux gens qui m'ont soutenu. Et voilà, et merci de m'avoir écouté assez longuement sur ça.